Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Ça faisait un petit moment maintenant que je n'avais pas fait d'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au cas de PoonDX. Alors, PoonDX, c'est un projet en fait que j'affectionne particulièrement pour la simple et bonne raison que c'est un des rares projets qui a fait une ICO en début d'année et qui a pu délivrer un produit dans les temps. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si il y a d'autres projets qui ont réussi à suivre leur roadmap, des projets dans lesquels vous avez pu investir en 2017 ou en 2018 et qui ont réussi à délivrer ce qu'ils avaient dit. Parce que sur le papier, on peut dire beaucoup de choses, mais dans la réalité, c'est là où on se rend compte qu'en fait, très peu de choses de concret sont réalisées. Donc PoonDX, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent permettre de payer en crypto-monnaie facilement. Et il y a deux écoles pour ça. Donc il y a l'école de ceux qui se sont dit on va créer des cartes de crédit. Donc ça veut dire qu'on va avoir par exemple comme 10x. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur 10x. Cliquez juste au-dessus, ça va apparaître pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. J'ai fait une vidéo sur 10x qui souhaite proposer une carte de crédit pour payer. Très bien. Problème, c'est qu'en gros, on stocke l'argent en crypto-monnaie et quand on paye, les cryptos sont reconvertis en fiat pour passer par le réseau de Mastercard ou de Visa. Au final, en fait, il est où l'intérêt des cryptos? Il est où? Il n'y a aucun intérêt. À quoi bon stocker en crypto pour repayer ensuite en fiat? Ça n'a aucun sens. Le but, l'essence même des crypto-monnaies, c'est de pouvoir payer avec, d'accord? Et non pas juste stocker de la valeur pour spéculer en fait sur un prix. Donc là où c'est important, c'est qu'en fait, PoonDX a bien compris le problème. Et PoonDX a bien compris qu'on ne pouvait pas juste proposer une carte de crédit, ça ne servait absolument à rien. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé le terminal de paiement qui permet d'accepter les paiements, que ce soit en fiat ou en crypto. Donc ce terminal de paiement, d'accord, accepte les paiements en crypto bien évidemment, que ce soit en Bitcoin, en Ether, en BNB et en NPXS qui est le token qui a servi à la levée de fonds. On en parlera un petit peu plus tard. Donc le terminal de paiement s'appelle le XPOS. C'est un terminal de paiement avec un écran tactile, d'accord, et un petit écran devant. Pour ceux qui veulent aller voir l'image, tapez juste PoonDX XPOS, vous aurez l'image. Voire même des vidéos de démonstration parce que c'est un produit qui est fonctionnel aujourd'hui. Donc ce terminal de paiement coûte à l'achat 300 $. C'est une goutte d'eau. Et il y a 1%, alors maximum il y a 2%, mais dans des cas vraiment exceptionnels de frais qui sont appliqués par paiement. Plus, il y a de la pub. Et là, vous allez me dire, comment ça de la pub? Ouais, ça veut dire que le marchand peut se faire rémunérer en affichant de la publicité sur son appareil au client. C'est quand même super intelligent. Je suis encore étonné en fait que les banques n'y aient pas encore pensé. Donc c'est un terminal de paiement qui accepte le fiat comme les cryptos. Donc tout le monde peut venir payer avec sa Visa en euros. Tout le monde peut venir payer avec son porte-monnaie Bitcoin en Bitcoin. Ils ont enfin compris comment faire pour faciliter le paiement. C'est compatible Wi-Fi, NFC. Bon, Wi-Fi, honnêtement, combien de fois j'ai été dans des coins un petit peu perdus ou au fond d'une boutique où on ne captait absolument rien parce que ce sont que des appareils qui sont en 2G. C'est quoi ces conneries? Pourquoi on n'a pas encore des appareils en Wi-Fi? On sait très bien que les terminaux de paiement sont à l'arrière de la boutique. Franchement, encore une magnifique invention des banques qui ont pas encore évolué, a priori. Apple Pay, etc. Donc c'est vraiment compatible avec tous les moyens aujourd'hui de paiement sans contact. Il y a 5000 XPOS qui ont déjà été envoyés, qui sont déjà fonctionnels. Et c'est là en fait où je veux vraiment, d'accord, vous montrer que enfin on a des projets qui arrivent à délivrer et pas dans 10 ans, d'accord, en moins d'un an, d'accord. Donc c'est là où vraiment c'est important. En moins d'un an, ils ont quand même réussi à mettre tout ça sur place. Plutôt de réaliser en fait tout ça, pardon. Donc c'est quand même notable. Et il prévoit 50 000 appareils pour l'année prochaine, donc ça veut dire dans un an. Aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu compliqué pour l'obtenir. Il faut être sur une liste d'attente parce qu'il y a beaucoup de demandes et ils ont bien évidemment des soucis de production qui sont des bons soucis. Ça veut dire que la partie hardware, logiciel, elle est bonne. Maintenant, il n'y a plus qu'à produire et à trouver des usines. D'accord? C'est vraiment, j'ai envie de dire, le meilleur des problèmes d'avoir des problèmes de production.
ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes, que le produit il est prêt, il faut juste le produire. Donc, j'en doute pas qu'ils vont y arriver sans aucun problème à assurer et à permettre ensuite à tout le monde de pouvoir l'acheter. Mais c'est pas tout, hein. Le XPOS, c'est juste une brique parmi tant d'autres. Le XPass, mais ils se sont dit en fait, au lieu de faire une carte de crédit, de devoir passer par Visa, d'être complètement dépendant de Visa ou de Mastercard, en fait ne pas passer par un paiement réel en crypto, ils se sont dit, on va juste créer une carte de paiement NFC dans lesquelles on va pouvoir mettre nos crypto-monnaies et on pourra directement payer en NFC. Ça coûte $1, hein. Ce ne sont pas des voleurs comme les banques qui peuvent vous facturer jusqu'à 20 € des cartes de crédit qui leur coûtent absolument rien. Bref, le XPass, ils ont bien compris qu'en fait c'était chiant de sortir son téléphone, de scanner un QR code, je valide, etc. Au final, le process est encore plus long que de payer avec une carte de crédit. D'accord? Et ça, je pense que vous l'avez déjà bien compris et peut-être même déjà expérimenté. Le XPass, il fonctionne en NFC. J'arrive, je paye, tout simplement. D'accord? On veut révolutionner en fait le paiement, mais on continue à avoir des méthodes qui sont plutôt compliquées à utiliser. On veut des méthodes simples. C'est comme ça qu'on va réussir à le démocratiser. C'est pas en disant aux gens, scanne le QR code, vérifie que le montant en Bitcoin est bon, vérifie que l'adresse est bonne, valide la transaction, etc. D'accord? On peut pas faire ça. On peut pas. C'est trop compliqué en fait pour le commun des mortels de faire tout ça. Alors qu'on lui dit, tiens, une carte, tu la recharges, comme si on recharge du crédit, et tu payes avec. C'est quand même beaucoup plus simple. D'accord? Et ça coûte que $1. Et ensuite, donc il y a le token, qui est le NPXS, et qui s'appelait avant le NXS. J'expliquerai très très vite pourquoi est-ce qu'ils l'ont renommé, est-ce qu'ils ont changé un petit peu le modèle économique et le nombre de jetons en circulation. Donc, le NPXS, c'est un token ERC20. Donc, leur levée de fonds, ils l'ont faite en début d'année et ils ont levé 35 millions de dollars. Et en début d'année, c'était pas forcément, j'ai envie de dire, le meilleur moment d'investir pour le ROI, mais vous verrez qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, comparé à la plupart des autres ICO. Ils ont levé 35 millions avec leur token ERC20, qui était à l'origine le NXS. Ils l'ont changé. Ils l'ont changé en NPXS. Je vais revenir un tout petit peu après pourquoi. Donc, ils l'ont vendu le NXS. Un Ether est égal à 500 NXS. Mais ils ont dit que vous pouvez avoir jusqu'à 1666 NXS si vous conservez vos tokens durant 3 ans. Et là, ils ont été très astucieux et très ingénieux. En gros, ils ont mis un airdrop en place juste après l'ICO. Et ils ont dit, tous les mois, vous recevrez 7,316% de ce que vous avez en NXS sur votre porte-monnaie durant toute l'année 2018. En 2019, on passe à 2,11% et en 2020 à 0,88% et après, bien évidemment, c'est terminé. Donc, ça va vraiment inciter tout le monde, surtout à hold la première année parce que 7% c'est énorme, mais même 2% c'est énorme. D'accord? Ça fait plus de 24% sur l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un super score. Même en 2020, on est environ à 11%. C'est quand même un très bon score. Donc, ça va vraiment inciter les gens à holder. Alors, au début, c'était juste un snapshot qui était fait juste à la fin du mois. Donc, les gens achetaient, puis revendaient dès que le snapshot était pris. La communauté a un petit peu gueulé et comme d'habitude, ils l'ont écouté et ils ont mis en place un mécanisme où pour avoir les 7,316%, il faut hold tout le mois. Sinon, on n'a pas l'intégralité et c'est calculé en fonction du nombre de jours où c'est hold. Donc, ça va vraiment, vraiment inciter les gens à conserver les tokens et à ne pas juste acheter, vendre pour gratter un tout petit peu. D'accord? Voilà. La communauté a également gueulé en fait au tout début. Ils ont dit le NXS coûte trop cher. Il n'y en a pas assez en circulation. Il coûte trop cher. Ça va peut-être restreindre les investisseurs qui étaient peut-être un petit peu trop habitués à acheter des cryptos qui valaient rien, moins de $1. Et ils se sont dit, ce serait bien en fait juste pour inciter les gens et leur faire juste croire, d'accord, que le token ne vaut pas cher, d'augmenter le nombre de jetons en circulation. C'est juste visuel, hein, d'accord. En termes de croissance, c'est exactement pareil. Même petite parenthèse, ceux qui pensaient qu'une crypto en dessous de $1, ça avait plus de chances de monter qu'une crypto à $100, c'est complètement faux. C'est entièrement corrélé au nombre de jetons qui est en circulation, tout simplement. Donc, ils ont augmenté, ils ont dit très bien, donc un NXS équivaut à 1000 NPXS. Donc, ils ont multiplié par 1000 le nombre de jetons, donc divisé le prix. Et maintenant, on a tous des NPXS parce que
c'est terminé pour la conversion. Voilà, donc c'est un token qui aujourd'hui est quand même dans le top 50, ni plus ni moins, qui en un an a vraiment tracé et a eu de très très belles performances. Moi qui l'ai recommandé en fait dans mon groupe privé en début d'année, je peux vous assurer qu'on a des très très belles performances en termes de prix et en termes de airdrop où il y avait 7% tous les mois. Donc le porte-monnaie a plus que doublé en termes de jetons et en prix, il a aussi bien progressé. Donc tout n'est pas rouge en 2018, même si on a tendance à le croire, tout n'est pas rouge, il y a quand même quelques pépites qui existent. Il est aujourd'hui présent dans le top 50 et notamment sur Binance et il a justement été listé sur Binance via le Binance Community Coin. Vous savez, c'est quand Binance fait une sorte de concours et grâce à la communauté en fait qu'il faut voter pour sa crypto-monnaie et celle qui gagne le concours peut se faire lister gratuitement. De par sa grosse communauté, Binance a listé gratuitement NPXS maintenant il y a quelques mois, ce qui lui permet aujourd'hui d'être dans le top 50 avec un volume plutôt raisonnable de plusieurs millions de dollars. Donc en termes aussi de sécurité, c'est beaucoup plus sûr une crypto dans le top 50 avec 4-5 milliards de volume qu'un low cap avec quasiment aucun volume. Donc il a vraiment progressé du début quand il n'était pas connu, quand il s'est fait à peine lister sur CoinMarketCap à maintenant présent sur Binance. Voilà, donc aussi l'utilité, c'est ce qui vous apporte. D'accord, c'est important, mais quand vous achetez un token, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon il vaut rien. Et malheureusement, en fait, dans la plupart des cas, le token vaut rien. Mais ça, les gens, ils ont encore tendance un petit peu à l'oublier. Il faut que votre jeton que vous achetez, il ait une utilité. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un utility token. S'il n'y a pas d'utilité, il sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Et c'est le cas, en fait, de beaucoup de jetons qui ont été émis. Donc, qu'est-ce qui en fait de la valeur? Tout simplement, d'une part, il y a des réductions sur les paiements. Ça veut dire que si on paye en NPXS directement, là, j'ai vu récemment qu'il y avait une réduction de 20%. Donc, c'est quand même notable. Ensuite, il y a les pubs et tout ce qui va être leur App Store, parce qu'il y a aussi un App Store pour que les développeurs puissent développer des applications de paiement directement sur l'appareil, tout doit être payé en NPXS. Donc, les annonceurs qui veulent mettre des pubs le payent en NPXS. Les personnes qui veulent envoyer des applications le payent en NPXS et le modèle économique des applications est aussi en NPXS. Il y a un token burn très intéressant. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un paiement, il y a un frais. Dans ce frais, d'accord, il y a une partie qui revient au marchand, une partie qui revient à Pondix, voire aux développeurs si on passe par une application. Prenons l'exemple. Pour 1000 $, on a environ 1% de frais. Donc ça veut dire qu'on a 10 $ de frais. Dans ces 10 $, il y a 6,5 $ qui reviennent au marchand. Et il y a 3,5 $ qui vont à Pondix. Que fait Pondix? Si le paiement est fait en NPXS, il brûle immédiatement les 3,5 $ de NPXS. Si le paiement est fait en fiat ou en autre crypto-monnaie, il va racheter des NPXS pour acheter l'équivalent et les brûler. Dans tous les cas, Pondix, brûle, d'accord, 3,5 $ de Pondix. Ou alors, s'il y a un paiement via une application tierce développée par un développeur, le développeur va recevoir 3 $ et Pondix ne va recevoir que 0,5 $ qui vont également brûler. D'accord? Donc, il y a un modèle économique quand même assez intéressant qui vise vraiment à faire croître le prix du NPXS. Et quand on peut voir les prédictions sur l'envoi et potentiellement le nombre de paiements, on peut quand même se dire que ça peut aller très vite pour le burn des NPXS. Et c'est vraiment, je pense, un beau modèle économique pour récompenser les investisseurs d'ICO. Maintenant, ce projet aussi, là où vraiment je veux attirer votre attention, c'est qu'il répond à un besoin réel. Et ça, c'est rare. Beaucoup cherchent à réinventer en fait la roue. Beaucoup cherchent à toujours refaire mieux que les autres, mais au final, c'est juste du vent. Pour une fois, ils ont vraiment compris qu'il y avait vraiment une problématique qui était d'accepter les paiements. D'accepter les paiements, que ce soit en carte de crédit ou même en crypto-monnaie. Mais principalement, c'est en carte de crédit. Petite anecdote. Quand j'étais en France cet été, j'étais chez le barbier. Le barbier me dit, je suis désolé, j'accepte pas les cartes de crédit. J'ai jamais de cash sur moi. Et j'essaie d'un petit peu de comprendre. Et il me dit, ça me coûte trop cher. Ça me coûte environ 2-3 000 € par an d'avoir un appareil comme ça. Et en plus, ils me prennent des frais de malade. Et là, vraiment, je me suis dit, putain, il y a un truc. Et quand ensuite, j'ai fait la corrélation avec le Pondix, je me suis dit, lui, il lui faut ça. Malheureusement,
il fallait une liste d'attente, etc. Donc, mais j'aurais pu lui proposer. Et j'aurais pu lui dire, t'as un appareil qui coûte 300 $. Donc quoi, 250 €? T'as pas besoin de louer, etc. Et en termes de frais, c'est ridicule. Et je suis sûr que en mettant tous ces points en avant, je peux réussir à lui vendre. Parce que lui, il n'y voit que ses propres intérêts. Et ses propres intérêts, c'est quoi? C'est que d'une part, que c'est pas en location, qu'il y a des frais qui sont hyper faibles, que c'est en Wi-Fi, que le barbier, sa machine, elle est au fond du local et qu'on capte rien parce que ce sont des murs en béton armé ou des gros murs en pierre où les signaux en fait ne passent pas, qu'il peut en plus se faire rémunérer en affichant des pubs sur son appareil. Et là, il va dire, mais c'est royal. Et en plus, qui est compatible NFC, crypto-monnaie, c'est un must-see. On peut lui dire qu'en plus, il peut afficher qu'il accepte le paiement en crypto. Ça peut le lister sur des sites qui référencent les marchands qui acceptent des crypto-monnaies. Il lui fait encore plus de pubs. Et en plus, c'est facile à utiliser. Il y a un super beau écran tactile. Vous verrez, je mettrai quelques vidéos dans la description qui montrent comment utiliser l'appareil. On est très loin du truc à touche comme ça qu'il faut marquer le prix, pas se tromper de virgule, etc. Vous verrez, on est très très loin de ça. Et ça vient de nos amis coréens, bien évidemment, qui sont toujours en avance sur nous. Donc c'est une réponse à un besoin réel. C'est ça qui est vraiment important aujourd'hui. On a besoin en fait de concret. Du bullshit, on n'en a pas besoin en fait. On n'en a pas besoin. Et ensuite, après, parce que là, ils l'ont fait leur appareil. Qu'est-ce qui se passe après? D'une part, ils vont un petit peu faire d'autres alternatives comme des appareils de paiement complètement mobiles. Donc, ils vont fonctionner sur un réseau mobile ou Wi-Fi. Et également des caisses pour avoir également la partie fiat et monnaie cash. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils veulent vraiment proposer tous les services aux commerçants. Ça va encore plus loin. Ils veulent maintenant basculer sur leur propre blockchain. Ils se sont dit, Ethereum, ça va pas assez vite. Nous, on a beaucoup d'ambition, on veut aller vite et on l'a prouvé jusque-là. Et ils veulent faire donc le FX blockchain. Je mettrai les liens, c'est très technique, mais dans la description, où ils présentent justement comment ça va fonctionner. Et d'une part, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'aspect décentralisé, parce qu'en fait, les XPOS, si vous l'aurez compris, vont être les nœuds. Et donc, il y en a aujourd'hui 5000. Demain, il y en aura plus de 50 000, voire même plus. Imaginez un tout petit peu la décentralisation si tous les validateurs sont en fait des appareils pour les commerçants. Imaginez un petit peu. Franchement, je pense qu'en termes de décentralisation, on est bien mieux que ce qu'on a aujourd'hui sur le Proof of Work et même le Proof of Stake, où on voit les limites que ça peut avoir avec les poules de minage et les baleines. Et ils ont également présenté un prototype de téléphone qui fonctionne sur la blockchain. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'en fait, ils vous présentent d'abord le prototype fonctionnel pour ensuite vous en parler. Ils font complètement l'inverse de ce qu'ont eu l'habitude de faire les ICO, de faire un beau site, un beau white paper, et ensuite derrière, eh bien, peanuts, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Voilà. Donc j'espère que la présentation de Pundix vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, il y a des choses qui peut-être je n'ai pas dit sur le Pundix, que vous voulez partager dans les commentaires, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le Pundix, mettez un like. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.